Mais comme dans un balbutiement sans fin depuis 1789, aux victoires succèdent toujours les défaites. Et à l'espérance succède la peur. Quand le 2 septembre 1792, la ville de Verdun tombe aux mains des Autrichiens, qui se rapprochent dangereusement de Paris. Tout à coup, une peur irrationnelle saisit alors les sans-culottes. Ils craignent que dans les prisons de la capitale, les nobles et les prêtres réfractaires puissent s'allier aux Autrichiens. Le tribunal populaire t'accuse de complot contre la Révolution. Ouais, et d'avoir profité des troubles causés par les puissances étrangères pour semer la discorde dans tout le pays. Ouais. Tu as trahi ta nation. Dans toutes les prisons de Paris, comme à Saint-Firmin, on improvise une justice populaire et expéditive. Bande de crétins! Les armées d'Europe vont vous massacrer! Je préfère encore marcher vers l'autre vie, plutôt que de partager celle-ci avec des chiens tels que vous! On a des aveux, comme ça c'est clair. Oui. Je te déclare coupable. Tu dois être exécuté sur le champ. Allez. À Saint-Firmin, Jonas Le Bigan participe à cette justice sanglante. Voilà le châtiment des conspirateurs et des ennemis de la Révolution. En 3 jours, 2000 personnes sont exécutées dans les prisons de Paris. Jonas et les sans-culottes devront désormais vivre avec le souvenir de ces hommes, victimes d'un affolement devenu meurtrier. À la colère de ces journées de septembre. C'est à cause de tout ce qui s'était passé avant. On était poussé par quelque chose de plus fort que ma morale. Ou ta morale. Les gens pensaient que c'en était fini de la Révolution si les Prussiens gagnaient la guerre. Ou que les contre-révolutionnaires allaient tout ficher en l'air si on les laissait faire. Certains disent que c'est Danton et Desmoulins les responsables. Il y en a d'autres qui disent que c'est Marat qui a tout manigancé. Moi, je peux te dire la vérité. Personne nous a donné d'ordre. On avait peur de tout perdre. Voilà. Il est parfois des miracles qui modifient le cours de l'histoire. C'est ce qui arrive à la France quelques jours plus tard. À Valmy, le 20 septembre 1792, alors que rien ne pouvait le laisser présager, les armées révolutionnaires réussissent à mettre en déroute les armées prussiennes. Galvanisée par cette victoire inespérée, la nouvelle Convention nationale décrète officiellement, le 21 septembre, l'abolition de la monarchie en France. Et le lendemain, le 22 septembre 1792, la Convention décide que tous les actes officiels du pays seront désormais datés de l'an 1 de la République française. Une république qu'il faut maintenant incarner. Alors l'imaginaire révolutionnaire puise à nouveau dans l'art antique. C'est une déesse romaine qui représente la liberté retrouvée du peuple. Une femme, coiffée du bonnet phrygien, et qu'une chanson occitane prénomme bientôt Marianne. La déesse Marianne, incarnation de la République, devient progressivement l'emblème du pays. Mais dans ce nouveau régime républicain, quelle place pour Louis Capet, l'ancien roi déchu, détenu dans la prison du Temple? Faut-il désormais le juger devant un tribunal? Une question qui va agiter la classe politique pendant plusieurs semaines, en cet automne 1792, et qui voit s'affronter des points de vue très tranchés, comme celui du nouveau député de Paris, membre éminent de la commune insurrectionnelle, Maximilien Robespierre. Pour moi, faire un procès devant un tribunal pour délibérer de la culpabilité ou de l'innocence de Louis aurait été un scandale. Le procès du roi, c'est l'insurrection du 10 août. Son jugement, c'est la chute de la monarchie. Surtout, faire un procès, c'était remettre en question l'idée même de révolution.
Nous avons donc décidé que ce serait la Convention nationale qui trancherait sur le sort de Louis Capet, avec une seule alternative possible. Doit-il vivre ou non? Dans la salle de l'Assemblée, Louis Capet assiste à sa mise en accusation par les députés. À la question « Est-il coupable de conspiration contre la nation ?», 687 parlementaires sur 749 répondent oui. Mais quelle doit être la sentence? Les avis sont plus partagés. À mes yeux, une seule réponse était possible. Il fallait la mort de Louis pour graver dans les cœurs l'indispensable mépris de la royauté. La mort pour frapper les esprits des derniers soutiens du roi. À l'image de Robespierre, les nouveaux députés Danton, Desmoulins, Marat ou le peintre David votent pour la mort de l'ancien roi, comme une petite majorité de 387 parlementaires. Alors sur l'ancienne place Louis XV, qui deviendra bientôt la place de la Concorde, on installe la guillotine. Une nouvelle machine qui a été adoptée par l'Assemblée pour que les condamnés ne souffrent pas. Et le 21 janvier 1793, à 10h22, est exécuté Louis Capet, ancien roi de France. La nouvelle est comme un coup de tonnerre qui résonne dans l'Europe entière. Les monarchies d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Espagne et du Portugal se joignent à l'Autriche et à la Prusse dans leur guerre contre cette république qui a osé assassiner son monarque. Cette dangereuse aggravation de la guerre va tout à coup accentuer les tensions politiques au sein de la Convention nationale. Depuis l'exécution du roi, une fracture déchire les députés, tous issus de la bourgeoisie. Ce qui les distingue les uns des autres, c'est avant tout leur conception de la démocratie, et donc leur relation au peuple insurrectionnel de Paris. À l'aile droite, les Girondins, en référence au département d'origine de certains d'entre eux, avec Brissot, Roland ou Rabot-Saint-Étienne, qui défendaient le roi et qui sont hostiles au pouvoir de la Commune de Paris. À l'aile gauche, les Montagnards, en référence à leur positionnement dans la salle de l'Assemblée, avec Marat, Danton ou Robespierre, qui s'appuient sur les sections populaires de Paris et qui n'hésitent pas à dénoncer violemment leurs adversaires. En quelques semaines, tous les masques sont tombés. Nous avons appris, après plusieurs défaites militaires, qu'il y avait un complot pour rétablir la monarchie en France. Complot dont étaient complices plusieurs de nos collègues parlementaires. Je les ai donc mis en accusation devant la Convention nationale pour dénoncer ce système aristocratique qu'ils voulaient remettre en place et que défendent aujourd'hui ces Girondins réunis autour de Brissot, de Roland et de Rabot-Saint-Étienne. Ils ont tout fait pour empêcher la révolution du 10 août, puis tout fait pour diminuer le pouvoir de la Commune de Paris, puis ils ont demandé qu'on ne mette pas le roi en prison, puis ils ont demandé qu'on n'exécute pas Louis Capet. Comment ne pas agir avec violence face à de telles trahisons? Sortons de la léthargie où nous sommes, écrasons tous nos ennemis. Dans cette atmosphère de grande tension politique, Paris inaugure une nouvelle démocratie, avec pour la première fois la mise en œuvre d'un suffrage universel pour renouveler les responsables des sections. Même si ce suffrage masculin exclut les femmes, la France révolutionnaire est plus que jamais en avance sur son temps. T'as voté pour qui, toi? L'amoureux. Je n'avais pas voté pour cette baderne de Coupigny. Je l'aime bien, Coupigny, c'est pas un mauvais mot. Il aime bien Coupigny, lui. Nous voici donc au terme de notre premier vote au suffrage universel. Notre section, anciennement section des Gobelins, est devenue section du Finistère, a un nouveau président, Athanase Lamoureux. Près de 4 ans après la prise de la Bastille, en 1789, les plus modestes des travailleurs parisiens ont le sentiment de prendre enfin leur revanche. Aux Gobelins, la victoire d'Athanase Lamoureux incarne ce basculement des sections parisiennes. Plus que jamais, les responsables politiques doivent composer avec ce nouveau pouvoir populaire.
la gratitude après tout ce que j'ai fait. C'est David. Ça, David Grandjean, le forgeron. Mais non, grosse bête, le peintre, c'est David. Je suis sûr que c'est lui. Nous allons maintenant laisser la parole à deux représentants de la Convention, Jambon Saint-André et l'artiste David. Ils ont un message. Ils ont un message. La patrie est en danger. Citoyens, les armées prussiennes sont à nos portes. Ce n'est qu'au prix d'une mobilisation forte, massive, de tous, que nous pourrons nous défendre contre ces despotes qui ont juré notre perte. Pour les ennemis de l'extérieur, nous, on est prêts. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait pour les ennemis de l'intérieur? Je ne vous suis pas. Je parle de tous ceux qui continuent de comploter contre la République à l'intérieur du pays. Qui c'est qui va prendre la responsabilité de les juger et de les empêcher de nuire? Moi, je dis qu'il faut un tribunal révolutionnaire. Je suis d'accord. Le danger vient de l'intérieur. Attendez, ça ne fait pas partie des premiers projets de la Convention. Ah, donc vous comptez sur qui? Sur les petits, les miséreux? Les gars comme lui, ou comme moi? C'est encore nous qui allons nous taper le sale boulot. Écoutez-moi, pour l'instant, l'urgence, Je crois qu'on a tous compris l'urgence de la situation. Mais la section fera parvenir à la Convention une demande officielle pour la création d'un tribunal révolutionnaire. Ce qu'il fallait éviter à tout prix, c'était un nouveau mois de septembre. Oui, il faut que nos ennemis soient punis, mais par le peuple tout entier, pas par des pauvres types qui sont pris au hasard. Et Jonas, il a jamais voulu me raconter ce qui s'était passé à Saint-Firmin. Tu crois que je me suis pas renseigné? Lorsque plusieurs sections exigent la création d'un tribunal révolutionnaire, les oppositions vont s'exacerber au sein de la Convention nationale, où le député de la Montagne, Georges-Jacques Danton, relaie l'exigence des Parisiens. Lors de cette fameuse séance de la Convention, alors que le sujet du tribunal révolutionnaire est dans toutes les têtes, je me rends compte que nous allons nous séparer sans avoir discuté de cette question. C'était impossible. Les sections de Paris avaient exigé cette création. Et depuis les journées sanglantes de septembre 92 dans les prisons, nous savions ce qu'il pouvait en coûter de ne pas prendre la mesure de cette exaspération populaire. Alors j'ai pris d'autorité la parole pour forcer la Convention à se prononcer. Et je leur ai lancé un peu théâtral. Je somme tous les bons citoyens de ne pas quitter leur poste. Il est important de prendre des mesures judiciaires qui punissent les contre-révolutionnaires, car c'est pour eux qu'un tribunal doit remplacer celui de la vengeance populaire. Et j'ai même ajouté, soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. Je dois dire que j'ai vu les Girondins pâlir à la proclamation des résultats du vote. Un tribunal révolutionnaire est finalement instauré, en mars 1793, pour juger ceux qui contestent la Révolution et qui sont considérés comme les ennemis de l'intérieur. Ce tribunal sera même secondé dans chaque section de Paris et dans chaque commune du pays par un comité de surveillance chargé de contrôler les citoyens. Moi, quand j'ai appris la création de ce tribunal, j'étais partagée. Évidemment, avoir le pouvoir, c'est avoir le pouvoir de punir, mais je peux pas m'empêcher de penser que pour nous, ça a été le début de la fin. Et surtout avec ces comités révolutionnaires dans toutes les sections. Dans la section du Finistère, c'est Jonas Le Bigan qui a été désigné à la tête de ce comité révolutionnaire. Désormais, l'ambiance n'est plus vraiment la même. Et chacun doit rendre des comptes, comme Juste Coupigny, qui est un des représentants de la section à la commune insurrectionnelle de Paris. Tu n'es plus le chef du district. On t'a juste choisi pour nous représenter à la commune de Paris. Et toi, tu votes pour la liberté du prix de la viande. Tu crois que ça représente l'opinion de la section du Finistère, toi? Bah oui, je me croyais. Ah, voilà. Voilà. À peine nommé, le représentant se transforme déjà en petit despote qui s'accapare le pouvoir que le peuple lui a donné. Bah alors, pour chaque vote, je dois d'abord venir demander un vote ici, c'est ça? Bah j'espère que vous êtes prêts à être réunis en permanence. C'est déjà le cas de toute façon. Des assemblées permanentes, des représentants aux ordres. C'est ça que vous voulez? C'est dans les assemblées permanentes qu'on apprend à devenir citoyen, qu'on apprend l'égalité réelle. Non, je suis désolé, non. Les assemblées permanentes entretiennent le trouble et la division parmi nous. Mais regardez la preuve.
Surtout si elles sont parasitées par des fauteurs de troubles, comme toi, Jonas. Citoyen Coupini, tu parles à un commissaire de la Révolution. Et moi, je dis que c'est toi qui fomente le trouble et la division. D'abord, en soutenant le parti du roi pendant la glorieuse journée du 10 août. Ah oui, et ensuite, en spéculant froidement sur la misère publique. Jonas, ça suffit. Non, je m'arrêterai pas. Le comportement du citoyen Coupini n'est pas celui d'un patriote. Citoyen Coupini, je t'accuse, oui, je t'accuse de trahison et de comportement contre-révolutionnaire. Et je demande que ton certificat de civisme soit examiné par le comité révolutionnaire. Et pendant cet examen, je réclame que tu sois gardé dans la prison de la section. Jonas! Pas de liberté pour les ennemis de la liberté! Commissaire de la République. Ça sonne bien, mais c'est avant tout une énorme responsabilité. C'est moi qui dirige désormais le comité révolutionnaire de la section, en liaison avec le tribunal révolutionnaire. Notre révolution est trop fragile. Il y a trop de force contre nous, partout.